Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Depré, cofondateur d'Agartha, Nous discuterons éducation et formation, de leur incubateur pour les New Tech, de la manière dont ils veulent faire de Genève un hub de la tokenisation. ainsi que les challenges qui s'appliquent à la DeFi. On a vu émerger des nouveaux business models, des nouveaux outils de la finance traditionnelle au travers de la DeFi. Vous y connaissez particulièrement bien. Quels sont les outils qu'on trouve aujourd'hui dans la DeFi et qu'on ne trouverait pas dans la finance traditionnelle, et quelle est finalement aujourd'hui l'utilité de la DeFi selon vous, Arnaud? Alors, il faut comprendre que la DeFi, c'est justement la finance décentralisée. Donc, dans le mot finance décentralisée, il y a le mot finance. Donc, on va retrouver justement tous les mécanismes, y compris celui de l'offre et la demande, qui est primordial et prioritaire, dans ces nouveaux produits qu'on va appeler les produits justement décentralisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement de nouvelles choses qui ont été inventées. On a juste aggloméré différents produits structurés qui existaient dans la finance traditionnelle. Donc, on va parler d'options, d'ETF, d'actions et de différents produits structurés qui ont été créés notamment par des gros hedge funds ou par des grosses institutions. Ces produits-là, la DeFi, quand elle a émergé, notamment avec Ethereum dans les années 2017, on a vu directement les premiers protocoles qui ont été faits dessus. Ce n'étaient pas des protocoles utilitaires, mais beaucoup justement de protocoles financiers. Donc, c'est que trouver avec des réplications de nouvelles agrégations de protocoles financiers. Mais aujourd'hui, quand j'achète finalement un produit structuré, j'ai un prospectus d'émission, j'ai finalement éventuellement un conseiller. Comment ça se passe dans la DeFi? Alors, dans la DeFi, on va directement, justement, la responsabilité revient à l'utilisateur. C'est un peu ce qui peut poser des problèmes et qui en a posé notamment au niveau de la régulation. La responsabilité revient à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va devoir avoir ce qu'on appelle un wallet, donc un portefeuille, qui va lui permettre d'interagir avec un protocole. Et ensuite, on va trouver différents produits qui vont donner des API, des APR, toutes sortes même de nouveaux mots qui ont été créés, et où en fait, on va toucher un rendement. Reste à déterminer sur quoi est basé le rendement. Et ça a été le plus gros problème de la DeFi, justement, parce qu'il n'y a pas forcément de prospectus d'émission au départ, et que n'importe qui peut créer, entre guillemets, son produit structuré. Dans votre pratique, vous avez vu qu'il y avait un large intérêt pour ce genre de nouveaux instruments, on pourrait dire, ou... Exactement. Alors, il y a eu un intérêt trop large, je dirais, comme toute nouvelle technologie et comme toute nouvelle vague spéculative. Je compare beaucoup ça au début du Nasdaq dans les années 2000, donc au niveau de l'émergence du Web 1, on va dire, de l'Internet qui a été très, très répandu. On s'est retrouvé avec une multitude de produits qui ont été un peu lancés de manière... Franchement, c'était un peu n'importe quoi à certains moments. On a vu beaucoup de choses, donc beaucoup de ce qu'on appelle de launchpad, où il y a de la liquidité qui était ajoutée très facilement, et on a vu beaucoup de pump and dump, donc de produits qui montaient un petit peu à des capitalisations très très élevées, mais qui disparaissaient 1 ou 2 semaines après. Donc évidemment, il y a eu un énorme tri à faire sur ce marché, et je pense que ce tri qui s'est fait notamment avec le bear market auquel on est en train d'assister, qui est plutôt très positif pour l'écosystème. Arnaud, votre société Agartha, donc là je rebondis par rapport au tri dont vous parlez avant, votre société opère un peu comme un incubateur auprès des jeunes pousses. Alors j'imagine que vous ne faites pas le tri, mais vous les sélectionnez. Qu'est-ce que c'est l'incubateur Agartha et en quoi ça consiste pour ces jeunes pousses? Alors, on s'est basé sur un constat simple, c'est pendant le Covid, on a commencé à monter notre projet en septembre 2020, tout le monde a eu, entre guillemets, une idée. Et il y avait ce phénomène de launchpad qui se passait notamment dans la DeFi, où n'importe qui pouvait lever de la liquidité relativement facilement à condition de marketer un minimum un produit. Nous, on s'est rendu compte que ça, c'était un énorme problème, à la fois pour l'utilisation de ces nouvelles technologies que dans la construction saine d'un projet. On a besoin, quand on crée un projet, même si on croit avoir la meilleure idée du monde, de prendre du recul, d'analyser son idée, déjà d'être un porteur de projet. Et on juge les porteurs de projet, c'est ça notre différence. On les juge déjà sur est-ce que tu as la capacité, le temps et l'envie de porter ton projet, sans parler encore des ressources. Ensuite, les ressources, on va les étudier justement en étudiant le marché et savoir s'il n'y a pas 10 000 projets ou idées concurrentes qui sont les mêmes ou qui sont déjà sur le marché. Donc, on a une approche de pré-structuration. C'est pour ça qu'on fait même du startup studio, de la pré-incubation, je pourrais dire. C'est qu'on a un positionnement sur les porteurs du projet, puis sur l'idée. Et après, on va prendre une décision si ça rentre ou pas dans notre processus justement d'incubation. C'est ça une des majeures différences. Et ensuite, rentrer dans votre processus d'incubation, ça signifie? Alors, ça signifie continuer d'étudier son marché, parce que ça, c'est quelque chose, surtout quand on est dans des domaines de fintech, de nouvelles technologies, on est obligé d'étudier son marché en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter à un moment précis. Ensuite, avoir un business plan qui va vraiment cadrer le projet. Et ça, c'est souvent le cas. Les gens ne font pas de business plan ou peu de business plan avec une vision moyen terme, ce qui est pour moi primordial. Et après, on a toutes les étapes de développement. Donc, on va avoir du branding, du structuring, du développement informatique, de la mise en place IT,
tout ce qui va être marketing, stratégie marketing, communication, et après de l'admin. Et puis nous, on accompagne les porteurs justement jusqu'à leur première levée de fonds. Donc leur trouver le financement initial nécessaire à tous les coûts qu'ils vont devoir supporter par la suite. Par rapport à cet écosystème où tout le monde, à un moment dont vous parliez, post-Covid, où tout le monde a eu envie de rentrer dans l'univers de la crypto et puis de la DeFi et ensuite de la blockchain, les profils des jeunes pousses que vous avez, parce que souvent on parle de jeunes pousses, donc on imagine que c'est un jeune adulte derrière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez des profils plutôt variés? Alors, il y a deux types de profils. Il va y avoir justement ce qu'on va appeler les jeunes pousses, donc qui sont souvent des étudiants, des gens qui ont plus ou moins de connaissances. Et là-dessus, on est très variable. Chez les jeunes, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont des connaissances en blockchain. Même parfois, au contraire. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, surtout dans une ville comme Genève, des gens qui sont issus de la finance et qui vont au final avoir des bonnes connaissances s'ils arrivent à répliquer ces cheminements de pensée. Ce dont je parlais au début. Répliquer des cheminements de pensée, mais sur des nouveaux outils. Les jeunes, eux, soit ils sont justement nés avec la blockchain, un petit peu comme moi, donc c'est des produits qu'on a l'habitude de côtoyer, on a vu un petit peu les différentes blockchains se créer, et là-dessus, ça va être des profils plutôt faciles, on va dire, qui vont avoir une certaine vision, mais qui n'ont pas la vision projet, qui n'ont pas la vision business pure et simple. Et dans le cas des personnes, on va dire, d'un certain âge, qui vont avoir une remise en question professionnelle, on en a aussi, des gens qui sont des porteurs de projets dans ce type-là, et eux, ça va être un peu l'inverse. Souvent, ils ont une très bonne vision business, mais il y a beaucoup d'éducation à faire sur leurs connaissances technologiques. Vous vous focalisez sur la partie Genève, où vous êtes une entreprise décentralisée, comme on aime à le dire. C'est une très très bonne question, et justement, nous, notre but, c'est d'utiliser à la fois la communauté et les afflux financiers qu'on peut trouver dans le Web3 pour faire des cas d'usage concrets sur Genève. Donc, on ne se destine pas à faire du web pour du web, même si ça peut arriver dans certaines exceptions, parce que vraiment, on adore le projet. Mais notre but, c'est vraiment de faire des cas d'usage concrets. Donc, de faire retomber, de créer des entreprises dans le tissu local et dans l'économie réelle. Et le tissu local sur lequel on se focus, on est une start-up, c'est le tissu genevois. On va dire la Suisse romande, mais on cherche à faire des jolis cas d'usage ici à Genève. Quel métier on a beaucoup de gens qui cherchent aujourd'hui à savoir plus de choses par rapport à la blockchain, à étendre un petit peu leur savoir, leur éducation dans ce domaine-là. Quels sont pour vous les métiers d'avenir en fait, de la blockchain? Qu'est-ce qu'on doit absolument savoir dans la blockchain qui nous permettra d'avoir un métier demain? Si moi je suis un jeune étudiant de 18 ans, vous savez, ou un vieil étudiant. Ou un vieil étudiant, voilà, imaginons que pendant une seconde que j'ai encore 18 ans et que je dois me former en fait demain. Est-ce que finalement je suis obligé d'être un as de l'informatique? Quels sont en fait finalement les métiers d'avenir de la blockchain? Alors là-dessus, je vais diviser peut-être la question en deux. Déjà, c'est la connaissance des nouveaux outils, donc plus une partie être éduqué à l'utilisation de ces nouveaux outils, et après, les jobs qui vont découler de ces nouveaux outils. Donc il y a deux choses. Déjà, pour moi, la connaissance de ces nouveaux outils, on va élargir un petit peu le cercle entre blockchain, intelligence artificielle, même tout ce qui va être métaverse avec les technologies AR, VR. Pour moi, c'est des choses qui vont inévitablement être présentes dans le monde de demain. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, mais vu l'évolution technologique qu'on est en train de vivre, tout le monde va être amené à utiliser ça. Et c'est souvent le plus gros problème, c'est qu'il y a très souvent un gap qui se crée en termes d'éducation entre les gens qui vont savoir utiliser ces nouveaux outils et ceux qui ne sauront pas, donc qui vont être laissés un petit peu à la traîne. On se rend compte que même dans les pays émergents, il y a beaucoup de gens, notamment dans un pays par exemple comme le Nigeria, qui utilisent déjà ces technologies au quotidien. Pour autant, on pourrait penser l'inverse en termes de biais cognitifs, se dire ils n'ont pas forcément d'argent, ils n'ont pas forcément... Au contraire, les moins de personnes avec un téléphone de nos jours est capable d'utiliser ChatGPT, est capable d'utiliser la blockchain, est capable potentiellement de se balader dans un métaverse, où qu'on soit dans le monde, tant qu'on a un minimum de connexion Internet. Ça déjà, c'est la première chose à bien comprendre. Ensuite, si on parle vraiment de métiers, les métiers, on l'a vu justement pendant les premières vagues d'explosion, les développeurs, savoir coder, c'est savoir parler à la machine. Donc inévitablement qu'on aura de plus en plus de métiers qui seront orientés vers cet axe-là. Même avec ChatGPT aujourd'hui qui cartonne? Alors, ChatGPT il y a toujours besoin d'un humain derrière un outil. D'accord ? Il faut bien comprendre que c'est comme les premiers logiciels au début d'Internet. Encore une fois, il faut faire des parallèles très simples. C'est comme même au niveau de la révolution industrielle, on a eu des nouveaux outils. Il y a toujours eu besoin d'humains, que ce soit des ingénieurs justement dans le cas d'une chaîne logistique, ou alors dans le cas de ChatGPT, il faut quand même des gens qui connaissent le code et qui sachent l'utiliser. On ne va pas se retrouver ChatGPT, peut faire du code, mais très souvent le code qu'il fait, il y a énormément d'erreurs. Et on sait bien que même des développeurs, demain, si on va appeler justement une team de développeurs, par exemple en Inde, on peut se retrouver avec un contrat où il y aura des erreurs. Donc ce qui compte, c'est non pas d'exécuter, de savoir coder, c'est savoir bien le faire.
Et ça va être la même chose avec la création de contenu, ça va être la même chose avec l'écriture, ça va être la même chose en fait avec tout. On a besoin d'humains derrière la machine, systématiquement. Donc au niveau du pouvoir de scalabilité, inévitablement, on va se retrouver avec des jobs où on n'aura plus besoin de 20 personnes dans un bureau pour exécuter une tâche. Donc ça, c'est clair. Par contre, on aura toujours besoin d'un humain très compétent pour exécuter cette tâche. Et il y aura donc des nouveaux métiers d'avenir qui vont se créer, autant dans la partie développement que dans la partie même maintenance. Mais on a l'impression parfois que certains métiers, vous parliez tout à l'heure du marketing, du branding, mais y compris dans le droit, la comptabilité, il y a des métiers pour autant qui ne vont pas vraiment avoir besoin de l'outil ou de savoir 100% le maîtriser, mais qui vont travailler en parallèle et dans cet écosystème avec ces nouveaux outils. Donc, est-ce que là, pour le coup, est-ce que c'est vraiment pour vous des nouveaux métiers ou pas? Pour moi, ce n'est pas des nouveaux métiers, c'est une adaptation. On a des nouveaux outils qui nous permettent de scaler les métiers déjà existants. Donc, il n'y aura pas réellement de nouveaux métiers. On ne crée pas. L'humanité est arrivée à un point où je pense qu'en termes de ce dont on a besoin, on le sait déjà, on évolue seulement vers la scalabilité, donc vers l'efficience de ce qu'on est capable de faire. Toutes les tâches qu'on a au quotidien, on est en train de les automatiser, de les rendre de plus en plus facilement exécutables. Alors, je pense que ça va être toujours les mêmes skills et les mêmes compétences. Si on prend quelqu'un qui est, par exemple, qui a une fibre artistique ou une fibre de création littéraire, on aura toujours besoin de ces compétences-là clés pour utiliser la machine. Et l'humain sera toujours présent derrière la machine. Simplement, l'humain doit apprendre à utiliser les outils technologiques qu'il a à portée de main. Je prends un exemple tout bête, même Photoshop. Tout le monde peut utiliser Photoshop, mais très peu de gens connaissent tous les outils qui sont présents dans Photoshop. Donc ça demande d'être un expert en Photoshop pour utiliser Photoshop correctement. Pareil pour les avocats. Je pense que même si demain on a des logiciels qui vont permettre de scaler le travail d'un avocat, un bon avocat, on ne le consulte pas justement pour simplement lire la loi. Ça, tout le monde peut le faire. On va le consulter pour l'interpréter. Et ça, la machine ne sera jamais capable de le faire mieux qu'un humain. On aura toujours besoin d'analyse et de compétences critiques là-dessus. Arnaud Després, vous accompagnez les jeunes pousses, mais vous êtes jeune, vous aussi. Oui. Et vous avez un parcours à première vue dynamique, extrêmement. Parlez-nous un peu de ce qui vous a amené justement à monter Agartha. Vous nous avez parlé du Covid tout à l'heure, mais parlez-nous un peu de votre parcours. Arnaud Després, vous êtes le cofondateur d'Agartha. Vous accompagnez les jeunes pousses, mais vous êtes jeune vous-même. Vous avez un parcours dynamique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, déjà ce qui m'a amené ici, c'est que j'ai toujours été passionné d'histoire et de géopolitique, mais ça depuis vraiment que je suis tout jeune. Ensuite, j'ai fait des études en affaires internationales et je suis tombé dans la blockchain il y a une dizaine d'années. Donc j'ai vu l'évolution de toutes ces nouvelles technologies. Ma première expérience professionnelle dans ce domaine-là, ça a été en 2015, où j'ai été apporteur d'affaires pour une entreprise ici à Genève, qui était dans la blockchain, une des premières. Et par la suite, quand j'ai fini mes études, justement, c'était le retour de Covid et j'ai décidé de travailler dans ce qui me plaisait. Donc, de base, je voulais faire du consulting en innovation, justement, pour intégrer toutes ces nouvelles technologies dans des business. Et j'ai rencontré mon associé, qui est un vieil ami à moi, mais on s'est retrouvés retour de Covid en septembre 2020, et on a décidé de monter la boîte ensemble. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord. Et donc, la société Agartha existe depuis 2020? Alors, on a commencé le projet, on ne s'appelait pas Agartha à ce moment-là, on s'est structuré en SNC au départ, et on a amené tout le branding. On a fait toutes les étapes que je vous ai citées avant de développement d'un projet pour les jeunes pousses, et on se l'a appliqué à nous-mêmes, en fait. On a fait une longue bêta, on n'a pas parlé de notre projet avant de partir au CES à Las Vegas au mois de janvier, et on a pris 2 ans de développement, du coup, même un peu plus de 2 ans à se développer, à faire les choses bien, on va dire. L'un des points d'orgue d'Agartha, ça a été en fait d'éduquer les gens. C'est quelque chose que vous mettez très clairement en avant. C'est l'idée de dire que vous allez permettre en fait à des gens de comprendre mieux cette blockchain. Pourquoi avoir choisi ce point-là de focalisation, l'éducation? Alors, parce que pour nous, on cherchait en fait des vecteurs d'adoption. On savait très bien qu'on était sur un marché qui était très jeune, avec des technologies que les gens comprenaient peu ou pas. Et on s'est dit, comment dans une ville comme Genève, on peut faire un parallèle simple et efficace entre des nouvelles technologies et ce que les gens savent déjà. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup ici de facs, même si on parle des jeunes, de facs d'économie, de finance, c'est vraiment un topic qui est quand même extrêmement poussé. Et comme j'ai dit avant aussi, la blockchain est quand même liée à la géopolitique, puisque c'est une manière de simplifier les échanges internationaux, si on résume. Donc, on s'est dit, on va tout simplement créer une formation comme vecteur d'onboarding et d'adoption qui va partir de la finance traditionnelle et qui va aller jusque dans la finance décentralisée. Comment est-ce que vous formez les gens, du coup? Vous offrez des formations? Comment est-ce qu'on forme les gens chez Agartha vis-à-vis de la blockchain? Alors, on ne voulait pas justement faire des cours en ligne, ce qu'il y a énormément, et c'est ce que je conseille même aux gens qui me posent des questions des fois. Je leur dis, écoutez, il y a Google, il y a ChatGPT, il y a même YouTube. Vous posez une question à la machine, entre guillemets, vous allez trouver votre réponse. Nous, on a axé vraiment tout notre contenu de cours sur... On va vous apprendre, certes, on a des définitions qui doivent être retenues à la fin d'un cours qu'on va vous donner, mais les cours sont entièrement basés sur des exemples du quotidien.
Donc en fait, un cours qu'on va donner un mois ne sera pas le même que le mois d'après, même si c'est le même cours sur la même notion. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de réactualiser en permanence les exemples qu'on va donner et surtout faire en sorte que ça soit construit sur l'échange. Donc pareil, on ne veut pas de plus de 5 élèves par cours parce que sinon on perd la qualité du cours et on perd l'échange. Donc nos cours, on les destine vraiment déjà à des cours privés, à une side B2B et aussi à des partenariats, notamment avec des écoles et des institutions existantes. C'est la voie qu'on a choisie justement pour se démarquer un petit peu. Vous pouvez nous donner concrètement, si j'ose vous demander, ça coûte combien, ça dure combien de temps ? Et qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? Il y a 4 modules de 64 heures, donc c'est très dense comme formation. Le premier, donc, c'est finance traditionnelle. Après, on part dans les produits dérivés de la finance traditionnelle, introduction à la blockchain et dernier, DeFi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour ceux qui sont intéressés, le sommaire est disponible. Et au niveau du pricing, justement, ça va dépendre à la fois du nombre d'heures que vous prenez avec nous, parce qu'en tout, on a 250 heures de cours. Donc, si vous prenez toute la formation, évidemment, vous n'allez pas payer le même prix que si vous prenez qu'un module ou qu'une masterclass. Et sur un pricing vraiment de base, on est sur 100 francs de l'heure. Mais là, c'est la base de la base. J'ai besoin de connaissances particulières pour être formé chez vous ? Non, justement pas. C'est bien le but, c'est qu'on soit capable de prendre, entre guillemets, de rattacher n'importe qui aux connaissances qu'il a déjà et de partir avec lui jusqu'à un point précis, en fait. Alors, ce qui manque à Genève, justement, c'est pour ça qu'on a fait aussi une plateforme de pré-incubation, c'est que pour nous, il manque quand même des structures accompagnantes qui sont adaptées aux besoins des jeunes ou aux besoins liés à toutes ces nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on peut très facilement revisiter un business model, et c'est ce qu'on essaye de faire avec la partie incubation de notre projet. C'est-à-dire dire, OK, vous avez une idée, vous avez besoin d'une structure accompagnante, on va à la fois scaler le coût de développement de votre projet et vous permettre d'atteindre des objectifs concrets. Et pour nous, ça, c'est un réel manque à Genève. Et aussi de positionner Genève sur la scène internationale avec ce qui fait les valeurs traditionnelles de Genève, on va dire. Donc, la finance, l'horlogerie, le luxe. Et on aimerait bien justement aussi pousser Genève sur un axe où on va parler de plus en plus de tokenisation à Genève. Ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui manquait, à la fois une structure accompagnante et une sorte de core business adapté à Genève. Alors, on a une vingtaine de projets qui sont en incubation chez nous, qu'on va tous gentiment lancer sur l'année 2024. Certains seront lancés en 2025 parce qu'on a pareil un temps de développement plus long. Et après, on a la side B2B et on essaie justement de réaliser des prestations sur l'éducation immersive et sur la tokenisation, où là, on a une dizaine de clients. Est-ce que vous êtes plutôt Kitties ou Apes ? Ouf, quelle question. Alors, j'aime beaucoup tous les projets DeFi de manière générale. Vous devez choisir, attention. Hein. On a beaucoup digué sur les NFT. Je dirais que dans le choix, si je dois choisir, je suis plutôt toujours du côté, on va dire, un petit peu des perdants. Et c'est vrai que les CryptoKitties ont été interdits en Suisse, ce que je trouve assez dommage, parce que c'était quand même une collection assez emblématique. Arnaud, question finale, question qui n'a pas été annoncée. Est-ce que vous êtes plutôt Kitties ou Apes ? Oh, ça, c'est une très bonne question. Alors, les deux, pour moi, sont des collections emblématiques, dans tous les cas, enfin, des projets emblématiques de l'univers Web3. Je dirais plutôt que je suis Kitties. Pourquoi ? Parce que déjà, les bakes, c'est ultra connu et il y a beaucoup moins, pour moi, d'intérêt et d'utilité dans ce projet. Et malheureusement, surtout, c'est un projet qui a été interdit en Suisse, les CryptoKitties, ce que je trouve plutôt assez dommage parce que, justement, il était très emblématique de l'écosystème.